Apéro spécial finale de conférence. Finale de conf, 2 séries, les 2 dernières séries restantes de ces playoffs 2025. Tout à fait. Sont bien entamés, sont bien partis sur les chapeaux de roue. Et on revient. Ouais, et c'est marrant parce que donc on a 2 séries qui en sont toutes les deux à 3 matchs là au moment où on fait cette vidéo. Avec cette nuit un match 4 Wolves Thunder qui promet. Et c'est marrant comme l'impression globale que tu as après 2 matchs peut changer. Tout n'est pas forcément remis en question, mais comment l'impression globale peut changer en un match. En un match 3. Oui, mais une saison peut changer en une action. Ouais. Ou en un comeback. Ou en un blowout. Plusieurs comebacks. Oui, plusieurs comebacks, tout à fait. Non, il y a 2 séries en cours entre les 2 meilleures équipes de l'Est cette saison, les Knicks et les Pacers, et les 2 meilleures équipes de l'Ouest, je parle en playoff évidemment, les Wolves et le Thunder. Les résistants sont encore dans la partie, évidemment, et dans le dernier carré. On espère que vous allez bien. Merci et coup de cœur sur les copains lillois et de Villeneuve d'Ascq qui étaient évidemment incroyables Brocante Sport ce samedi. C'était assurage à fond. Je rigole pas du tout avec les brocantes dans le Nord. On savait, mais on a la confirmation là. Absolument. Et avant de rentrer dans tous les détails, évidemment, de ces 2 grosses séries, parce qu'il s'en est passé des choses en l'espace d'une semaine, je rappelle qu'il y a un gros événement où vous pouvez déjà foncer pour récupérer vos billets. Il s'agit de l'apéro collector enregistré en public qui aura lieu le mardi 3 juin. Eh bien, tout simplement, au cinéma L'Arlequin, on était déjà l'année dernière. On avait fait un super premier apéro en public. On a bougé ensuite dans l'Est de la France et on sera bien là, encore une fois. Donc, vous pouvez déjà foncer, récupérer vos billets. Je vous mets le lien, bien évidemment, en premier commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas, Alex, l'apéro en public, c'est tout simple. On est avec le cinéma du Lac, L'Arlequin, on est avec les poteaux de Parents Sport en ligne et on fait une grosse soirée NBA ensemble. Voilà, c'est un apéro enregistré en public, c'est-à-dire que l'émission, elle est enregistrée, elle sera sur YouTube le lendemain ou un truc comme ça. Donc le 3 juin, on sera à 2 jours du début des finales NBA. On pourra en parler un peu, puis on pourra parler de tout un tas d'autres trucs. Il y a de la draft, il y a du français, il y a des gros agents libres. Il y a plein de choses à faire, là, à discuter en ce début de juin. Mais sachez-le, vous qui allez venir nous voir à l'Arlequin, à 18h, on boit un verre tranquille, on se pose, on se détend, peinard. Exactement. Vers 19h. Début de l'émission. C'est ça. Ça dure 1 heure à peu près. Et après, on peut manger un truc, se poser en mode after work. Exactement. Et donc, souriez parce que vous serez filmé. Souriez, vous serez filmé. Donc, si vous aimez la notoriété ou juste parler de basket avec nous, dédicace aux copains et copines qui étaient l'année dernière, on s'était régalé pendant toute la soirée. C'est un after work entre potes. Ça parle de tout. L'année dernière, j'ai quand même parlé avec des gens qui disaient que Mbappé n'était pas technique. Après, j'ai vu sa saison au Real. J'étais là genre, ah putain, merde, on a peut-être raison en fait. Non, je rigole. Tranquille, doucement les fans de foot. Mais voilà. Mais c'est une excellente semaine pour parler de Kylian Mbappé. C'est ce genre de soirée. Oui, parce que d'ici là que l'apéro arrive, on aura eu un petit match samedi quand même qui risque de potentiellement mettre des petits débats sur la table quand même. Des tout petits débats dont on pourra discuter. Évidemment, je vous laisse foncer dans le premier commentaire. Donc, apéro en public ce mardi 3 juin à l'Arlequin. Foncez. Il y a déjà une bonne partie des billets qui ont été vendus. Dédicace aux copains et copines qui les ont déjà pris. Foncez, les Parisiens et Parisiennes qui souhaitent passer ce moment avec nous, car ensuite, niveau événement, vu ce qu'on a envoyé récemment, on va prendre un petit peu de... Oui, on est sur un beau petit run d'événements, c'était très cool, et c'est vrai que ça va se calmer un tout petit peu pendant l'été, même s'il y a 2-3 trucs prévus, notamment en fin d'été, un petit Eurobasket quand même, mais bon. C'est ça. On n'en est pas là encore. Avant ça, on aura un champion NBA. Voilà. Est-ce que ce sera les Wolves de Minnesota menés 2-0 d'abord et qui reviennent à 2-1? Est-ce que ce seront les Knicks menés 2-0 qui reviennent à 2-1? Est-ce que ce seront les Pacers de Tyrese Haliburton et compagnie ou bien le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander? Alex, ce que je te propose, c'est qu'on fasse... Tu veux commencer par où? On va commencer par l'équipe qui a joué le plus récemment, à savoir ce dimanche soir, les Pacers qui avaient démarré merveilleusement la série avec 2 premiers matchs remportés à New York avant de perdre ce Game 3. Revenons un peu sur ces 2 premiers matchs à New York parce qu'on n'a pas eu le temps d'en faire des gros débriefs. Moi, j'ai envie de te lancer quand même sur la continuité de ces playoffs 2025 extraordinaires avec un Game 1 qui était un des matchs de l'année. C'est pas faute d'en avoir parlé dans la preview. Incroyable. Tu sais que la séquence, elle a été enregistrée. La séquence est extraordinaire, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est la séquence de fin de match où il y a vraiment un choc assez monumental des Knicks avec des erreurs et tout, et les Pacers. Non, mais parce que il y a l'image de Tyrese Haliburton qui rentre ce tir, qui rebondit, le mec croit que c'est un 3, croit que c'est fini, il fait le choke sign et tout. En fait, c'est qu'un 2, il y aura prolongation. Bon, voilà. Mais, genre, pardon, juste avant, il y a Aaron Nesmith. Genre, il dit
Steph comment? Steph Curry? Reggie Quoi? Miller? Non. Reggie Miller est là? Non, il fait un hit check. Le hit check d'Aaron Nesmith est évidemment, Aaron Nesmith, c'est pas un joueur aussi connu qu'Haliburton, c'est un role player et tout. Le hit check d'Aaron Nesmith, 6-3 points comme ça là. C'est énorme. Dans le 4e quart, honnêtement, pas souvent vu un mec prendre aussi chaud, moi. Hein, pas souvent. Hein. Après, on va peut-être parler d'un chaton dans le match 3. Mais là, sur ce match 2, il y a un comeback incroyable. Alors qu'ils sont menés de 7 ou 8 à 50 secondes, c'est ça encore, Encore, les Pacers. C'est ça, encore, parce que c'est la 3e fois des playoffs. Hein. Ils l'ont fait aux Bucks, ils l'ont fait aux Cavs, ils l'ont fait aux Knicks. Et donc ce Game 1, gros coup de massue sur la tête des Knicks. Ouais. Game 2, victoire des Pacers avec, faut le dire, une belle maîtrise du match. Un énorme Pascal Siakam. Énorme Pascal Siakam, mais quand je veux dire belle maîtrise, je veux dire collectivement, la défense des Pacers, va falloir en parler. Hein. C'est bien ce qu'il propose. Bien le sûr. coaching de Rick Carlisle, il va falloir en parler aussi. Et après, effectivement, cette équipe des Pacers, Pascal Siakam, il se procure des mismatchs. On le sert. Le mec est en feu, on continue à le servir. Et oui, c'est un match assez typique de ce que sont les Pacers cette année. C'est-à-dire que c'est le maillot, c'est le nom qui est devant, quoi. C'est le nom qui est devant. Et si Siakam est en feu, il a la balle. Point. C'est ce qui fait que ces Pacers, en effet, sont si difficiles à scouter. On en avait parlé dans la preview, du fait que, notamment, moi je te parlais un peu d'énergie et de ses points en transition, du banc, ce qu'il peut apporter, et du fait qu'on peut être toujours surpris côté Indiana. Donc c'est bien, c'est important que tu le dises. On garde en tête l'image de Tyrese Haliburton qui met ses deux mains autour de la gorge, mais jamais Tyrese a l'opportunité de pouvoir rentrer ce shoot s'il n'y a pas le travail monumental de Nesmith juste avant. S'il n'y a pas encore TJ McConnell qui, lorsqu'il croise les Knicks, se transforme en véritable patron du banc. On a Indiana qui tous les soirs va trouver Obi Toppin, qui est devenu vraiment le joueur parfait dans le système Indiana, c'est-à-dire bonne prise de décision rapide. Moi, je suis en effet assez halluciné de voir, pas halluciné, mais je suis très séduit de voir ce que Rick Carlisle propose avec Lloyd Pierce, avec son staff, parce que, comme tu le dis, c'est le nom à l'avant qui est le plus important. Sur le Game 3 par rapport au Game 1, on a des rotations qui sont capables de s'ajuster en cours de match. Oui. On a besoin d'un peu plus de Ben Shepard, on y va. J'ai besoin d'un peu plus, un petit peu moins de Thomas Bryant qu'on avait pu voir précédemment, ou plutôt Tony Bradley. On y va. Ouais. Ben Mathurin, calme-toi. On a plus de temps de jeu pour d'autres garçons. Et puis, c'est énorme. On va en reparler, parce qu'après, on va parler du match 3, donc on va en reparler. Mais quand on arrive à 2-0 après les deux matchs, il y a vraiment, moi, perso, du coup, on avait la brocante à Lille dès le lendemain, donc on a pu parler avec des fans des Pacers, des fans des Knicks, qui étaient encore sous le choc, les pauvres. Et là, ça doit aller un peu mieux ce matin, mais il y a vraiment un côté, genre, parce que là, donc il y a eu le comeback du Game 1, Nesmith en feu, Haliburton, Chalk-Sign, tout ça, ça gère la prolongation et tout. Ok. Ensuite, au Game 2, il ne faut pas oublier qu'on arrive si je dis pas de bêtises, à l'entrée du 4e quart, il y a égal. Donc, tu es au Madison Square Garden. Ah oui. Les Knicks ont perdu dans les circonstances qu'on connaît le match 1. Il y a égal à l'entrée du 4e quart. C'est un match que les Knicks doivent prendre. C'est un match dans lequel Karl Anthony Towns et Jalen Brunson doivent prendre les commandes du jeu là, dans le clutch time. Et ce sont les Pacers qui font le meilleur 4e quart. C'est l'équipe c'est l'équipe la plus clutch des deux. Et malheureusement pas sur le Game 3. Non, pas sur, et pourtant les Knicks ont été clutch à plusieurs reprises déjà depuis le début des playoffs. Hein. Ils l'ont été. Mais les Pacers, c'est n'importe quoi. Mais les Pacers, c'est n'importe quoi. Et donc c'est vrai qu'à 2-0, 2 matchs gagnés par les Pacers à l'extérieur. Donc là, il faut aller jouer dans la Bankers Life Fieldhouse, machin, tout ça, avec le feu qu'il y a là-bas et tout. La salle, elle est jaune. Enfin bref, ça rigole pas du tout. Ouais. On les sentait mal, les Knicks. Ouais, franchement, au bout de 2 matchs, les Knicks, là, on se dit ouh là 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 là. Tu sais, moi j'ai vu des gens samedi à la brocante, des fans des Knicks ou des fans, par exemple, des Celtics ou du Heat, des gens qui aiment bien les Knicks, tu vois, qui disent oh, ils vont peut-être se faire sweeper et tout, tu vois. Ouais, franchement, on les sentait mal. Et j'ai même envie de te dire 2 matchs et demi, parce que moi j'étais devant en direct hier à tweeter évidemment la rencontre. Ah bah au milieu du 2e quart, je te cache pas que les Knicks, on les sentait mal. Hein. Lorsque Tyrese Haliburton commence à faire des no-look, des contre-attaques, du Thomas, du 3 points. Le alley-oop pour Toppin. Le alley-oop pour Toppin, et on y va. Il y a 55-35 pour Indiana. 55-35, il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes. Avec une équipe de New York qui n'y arrive pas ni offensivement ni défensivement. Le public est derrière. Tu as tous les joueurs d'Indiana qui sont bien concentrés. Tout le monde est impliqué. Tu n'as même pas besoin d'un énorme Siakam. 4e faute de Brunson.
quatrième faute de Brunson. Déjà 3 pour 4, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y avait 3 fautes de Miles McBride dans le premier quart-temps. Honnêtement, lorsqu'on arrive à la mi-temps du match, donc au bout de 2 matchs et demi, pour moi, l'affaire, elle est quasi pliée. Parce que au moment, je te jure qu'au moment où on fait ce match, et que moi je suis sur les réseaux et que je vois les reporters new-yorkais, d'Indiana et tout, et j'ai même tweeté dessus, tu n'as pas du tout le sentiment que New York va pouvoir profiter d'Indiana comme ils ont pu le faire contre Boston, c'est-à-dire, on est mené de 20, mais attends, on peut un peu compter sur le fait qu'eux vont enrayer leur propre machine, ce que Boston a fait sur les 2 premiers matchs de la série, et après, en se tirant une balle dans le pied, ils ont perdu la série, hein, le démarrage a été atroce. Mais je ne voyais pas du tout Indiana être capable de faire, on va en parler, le 4e quart-temps qu'ils ont fait. Beaucoup de gens voyaient à la mi-temps le plus 20, en tout cas il y a eu un petit run, mais l'avantage net des Pacers, ils se disaient, c'est bon, les Knicks ils se sont bien battus, jamais tu peux aller aussi loin avec Brunson et Anthony Towns en défenseurs principaux dans ton 5 majeur. Enfin, il y avait beaucoup de conclusions qui étaient faites et normales. Je suis d'accord, mais c'est des conclusions de live, mais je comprends. Mais qu'on fait tous. Qu'on fait tous, mais tout à fait, mais qu'on fait tous. Mais comme, en fait, moi je te dis ça parce que je ne l'ai pas regardé en live, moi le match je l'ai regardé ce matin. Et donc du coup, c'est différent, tu as une vision complètement différente. Ah oui. D'ailleurs, c'est assez intéressant, il y en a un en live qui n'est pas aussi optimiste que ça, c'est Reggie Miller. Oui. Reggie Miller, à la fin, fan des Pacers, Reggie Miller, enfin, bon gros supporter des Pacers, il est aux commentaires. Et à la fin, quand il y a le mini-run des Knicks qui gratte de -20 à -13, là, enfin, la fin de première mi-temps des Pacers est ratée. Et lui, il le dit. Je ne sais plus comment il dit ça, mais il dit « Ah, j'aime pas cette fin de première mi-temps des Pacers. C'est dommage de ne pas avoir maintenu les Knicks la tête sous l'eau. » Il me dit « Là, vous allez voir, cette équipe, elle y croit encore. Et c'est marrant parce qu'il avait raison, lui, à chaud. Et quand tu regardes ça, pas à chaud, derrière, en replay, donc c'est beaucoup plus facile, parce que tu connais, tu sais ce qui s'est passé et tout machin. Effectivement, il y a des petits signes qui montrent, et ça, c'est tout à l'honneur et tout à la, comment dire, tout à la gloire, c'est pas le bon mot, mais vous m'avez compris, des Knicks. Ils sont costauds mentalement. Hein. Ça rigole pas mentalement, ils sont bizarres en fait. C'est-à-dire que, en gros, dans ce petit run, et après, dans ce qui va se passer, après, ils recollent, attends, j'ai dans mes notes là. Il recolle à -3. Genre, attends, non, mais j'ai même mieux que ça. Genre, grosso modo, à la fin du 3e... En fait, le 3e quart, c'est quasiment jeu égal. C'est-à-dire que le 3e quart, à la fin du 3e quart, il y a -10. À la mi-temps, il y a -13. À la fin du 3e quart, il y a -10. Bon. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont gratté que 3 points. Par contre, ce qui est fort avec ces Knicks, c'est qu'au bout de 2-3 minutes de 4e quart, il y a égal. Il y a égal, ils sont là. En gros, oui, les Pacers ont chié un nombre d'occasions. Ils ont chié. Ah oui, ils ont mal tiré. On va rendre à New York ce qu'ils méritent. Ils ont mal tiré parce qu'ils se sont précipités alors que ça leur ressemble pas trop. Sur certaines occasions, ils ont un peu lâché défensivement alors qu'en première mi-temps, leur défense, c'était une dinguerie. Il faut quand même le dire aussi, vraiment. Et ils se sont pris, en début de 4e quart, ils se sont pris ce qu'on appelle dans le jargon le Karl Anthony Towns Show. C'est vrai. Drive, N1, poster, shoot à 3 points de grand fou furieux, un peu de défense, des rebonds, enfin que des bons choix. Le mec a mis 20 points en quoi en 6 minutes Un truc comme ça, non? Un truc 6, Knicks lead au bout de quelques minutes parce qu'il a complètement pris feu et que Indiana a pris l'eau. Dans les 4 dernières... Attends, où est-ce qu'elles sont mes notes? Dans les 5 dernières minutes, Karl Anthony Towns, il n'a pas marqué. Donc il a mis 20 points en 7 minutes. Beau, fort. Il a mis autant de points dans le 4e quart que tous les Pacers. Il y a 36-20 dans le 4e quart-temps et Karl Anthony Towns, il a 20 points. Son run est un run qui, potentiellement, en tout cas, peut être défini comme celui qui sauve la saison des Knicks. Parce que autour de lui, parce qu'il y a Kat et il y a McBride, hein, moi que j'ai adoré sur ce match. Brunson n'y est pas trop. Parce que certes, il y a quelques paniers qui sont mis, mais défensivement, pas un bon match. Il est ciblé dans tous les sens. Il met un gros panier clutch. Il met un gros flotteur. Le petit flotteur là. En se décalant main droite, c'est horrible. Mais c'est lui qui donne en effet le lead aux Knicks. Mais jusque-là, le match de Brunson n'est pas bon. Défensivement, il se fait ouvrir. Et en fait, ce qui est fou, c'est que, on en parlait là en off, le match démarre, Tibbs nous met Mitchell Robinson en titu. Ce qui est quand même une vraie surprise. Une vraie modification. Alors moi, j'en parlais, tu sais, mais je pensais pas du tout. C'était la rumeur en sortie de Game 2. C'était la rumeur. En sortie de Game 2, mais nous, on en parlait tous les deux. Tu sais, toi, tu disais que
qu'en gros, il pouvait y avoir Hart sur le banc. Moi, je disais, ouais, c'est vrai que Mitchell Robinson. Enfin, en gros, on cherchait à se dire, est-ce qu'il y a des modifications de rotation côté Knicks avant la série? Et là, il y a eu. Tout à fait. Moi, je vois Mitchell Robinson juste avant le début du match. Je vois Mitchell Robinson dans le 5, je me dis, ok, bon, très bien. Et les Pacers sont très forts parce qu'ils arrivent quand même à bien cibler Kat et Brunson qui, avant le 4e quart-temps, Karl Anthony Towns, n'y est pas du tout. Enfin, je veux dire, Kat se fait insulter dans tous les sens. Quand tu es en live, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce match de softie encore? Il se fait cibler à chaque fois, c'est terrible. C'est vrai. Le run de Kat est énorme. Il est permis par 2 joueurs, selon moi. C'est Miles McBride qui est énorme après 3 fautes dans le premier quart-temps, mais il va être fondamental dans le run de la deuxième mi-temps. Il met des gros tirs, il fait de la grosse défense. Il motive Landry Shamet à essayer de se défoncer en défense, ce qui n'est pas la moitié d'une mission quand même. Hein. Il y a Delon Wright, le lapin qui sort du chapeau, même qui Shamet, arrive. hein. Shamet, c'est tout à fait ce que je dis là, c'est Shamet, il se fait motiver en défense par Miles McBride. Delon Wright se donne aussi. Et moi, ce que j'ai trouvé à la fois formidable, en effet, c'est que Kat fait ce run qui rappelle qu'offensivement, c'est un mec extraordinaire, c'est une mismatch pour... Il n'y a rien à faire, c'est une mismatch pour la NBA. Tout à fait. Mais quel fail absolu, et qui peut-être va hanter les Pacers, d'avoir laissé l'homme le plus chaud être en 1 contre 1. Oui, ça c'est une erreur. Je suis d'accord. C'est-à-dire que tu ne viens pas doubler alors que Michael Bridges est incapable de mettre un shoot. Tu peux laisser Joe Hart ouvert ou quoi. Il y a des options. Il y a des options. Même Anunoby, limite, c'est mieux que ce soit Anunoby qui tire. Exactement. Tu ne viens pas doubler. Ça, je suis d'accord. Karl Anthony Towns, qui avait 4 fautes au début, tu l'attaques pas assez. Du 3e quart-temps, n'est pas du tout attaqué. Non, donc Indiana, on patauge dans le n'importe quoi. Il a été malin aussi. Il a mis du Robinson et tout. Il a été malin pour protéger son truc. Mais bien sûr. Mais j'étais en fait choqué parce que j'envoie un moment une connerie en plein live tous les soirs, hein, en me disant, là, ce que je viens de te dire, c'est-à-dire, bon, Indiana, c'est pas Boston. Ils vont pas prendre des choix offensifs un petit peu désordonnés. Ils l'ont fait. Et ils le font. Ouais. Et leur 4e quart, certes, il y a une bonne défense des Knicks, mais surtout, je suis complètement halluciné des choix d'Indiana qui, si la balle n'est pas dans les mains de Siakam, c'est la patauge. Aaron Nesmith qui se fait la cheville revient Nembhard aussi et tente des shoots en mode je vais être le héros. Moins efficace que d'habitude. Et donc c'est vrai que c'est dans ce genre de situation que tu peux offrir de la vie à une équipe qui était au bord du gouffre. Au bord du gouffre. Et là où ces Knicks sont vraiment assez incroyables, c'est qu'en plus dans ces moments-là, ils ont les joueurs pour aller gratter. En gros, il y a plein, si tu re-regardes, allez-y, je vous le conseille de le faire, re-regardez cette deuxième mi-temps et notamment le 4e quart. Il y a plein d'actions que j'appellerais symboliques qui tournent en faveur des Knicks. Il y a Mike Bride, qui va gratter le jump ball, l'entre-deux sur un rebond offensif de lancer raté de Karl Anthony Towns. Mike Bride, il va gratter, il arrive tout. Après, il gratte le jump ball. La balle, elle arrive. Balle Knicks. Tout à fait. Tu vois. Ensuite, tu as le poster de Karl Anthony Towns. Donc là, le poster, il met tout le monde un peu bien et tout. Tu as le rebond offensif trop clutch là, de Monsieur Joe Hart où il se fait moitié mal et tout. Machin. Tu as le petit flotteur de Brunson. Enfin bref, il y a plein d'actions. Assez symboliques qui font tourner le match dans les têtes. Et ça tourne en faveur des Knicks à ce moment-là. Et cette équipe, elle est très forte pour exploiter ça, notamment à l'extérieur, parce que là, on va en parler, mais les mecs, Boston. C'est quoi ce merdier là? Ils aiment pas jouer au Madison Square Garden ou quoi? C'est très chelou. Et ils avaient joué à la Barclays Arena. Hein. Tout à fait. Barclays Center, allez-y, pour le plus gros des blasphèmes. Et franchement... C'est vrai. Tibbs, après le match, disait un truc que je trouvais assez drôle et en même temps très vrai dans la NBA actuelle, c'est qu'il dit aux reporters, je sais que ça va vous faire marrer, mais aujourd'hui, avec l'avènement du 3 points et toutes ces explosions, mener de 20 points, ce n'est plus la même équation que celle qu'il y avait par le passé. C'est vrai. Et il appuie dessus, ça reste 20 points évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est hyper intéressant avec ce qu'il dit, c'est ne croyez pas qu'on a une équipe qui va abandonner parce que tu n'as pas besoin de beaucoup de stretch consécutifs très très bons. Quand, comme tu le dis très bien, il y a des joueurs de la qualité de Karl Anthony Towns offensivement, qui commencent à rentrer en feu et qui prend ce match à son compte. Tu le dis toi-même, en 6 minutes, il y a égal. Et il y a même les Knicks qui passent devant. Donc, les Knicks très vite. deviennent la première équipe de l'histoire des playoffs à revenir 3 fois de 20 points, d'un retard de 20 points. À l'extérieur à chaque fois en plus. C'est ça. Est-ce que tu as le sentiment qu'il vient de se passer une bascule dans le match ou dans la série, tu veux dire? Dans la série, pardon. Ou est-ce que Indiana s'est juste un peu merdé là et va rétablir
l'ordre qu'on a vu sur les 2 premières rencontres dans le Game 4? Je pense que Indiana a toujours les mains sur le volant du tracteur. Que oui, ils ont merdé. Les Knicks sont allés la chercher. Les Knicks sont costauds mentalement, mais les Pacers le savaient. Ils ont quand même gagné 2 fois là-bas. Ils sont tout à fait capables, les Pacers, de faire le match qu'il faut. Parce que ce match-là, il y a un comeback incroyable des Knicks. Mais non seulement il y a un comeback incroyable des Knicks, mais en plus, dans le Money Time, ça continue. Indiana continue à pas faire ce qu'il faut. Ouais. Je veux dire, ils auraient pu se faire comeback et ils auraient pu le gagner quand même, celui-là. Il y a 106 à 100 New York, il pouvait y avoir 106 à 100 Pacers avec le égal autour des 90, là, comme il y a eu. Tu vois, donc vraiment, ils ont beaucoup de regrets à nourrir. Ils ont de la séance vidéo à revoir. Rick Carlisle, il a des boutons sur lesquels il peut appuyer. Ils ont de la possibilité, même si Thibodeau nous a surpris et agréablement surpris avec des Mitchell Robinson dans le 5, des Shamet, des Dylan Wright utilisés pour se faire souffler en gestion des fautes et tout ça. Bon, ok. Mais Rick Carlisle a quand même un effectif plus profond, à mon avis, à sa disposition. Donc pour moi, pour l'instant, les Pacers ont toujours les 2 mains sur le volant. Ils ont un match 4 devant leur public qui va toujours être aussi chaud, qui va toujours être tout jaune. Ils ont un match 4 à gagner pour se positionner à 3-1 et aller à New York avec une avance d'équipe qui gagne une série. Puisqu'on vous rappelle que quand tu mènes 3-1, en général, ça se finit plutôt bien. Il y a eu... Allez, pour moi, ils gardent les mains sur le guidon quand même. Je suis assez d'accord. Si on rajoute la prolongation, il y a eu 13 cartons de jouer. Oui. Il y en a une bonne 12 et demi, parce qu'une prolongation, c'est un demi-carton. Ouais. Il y en a une bonne majorité qui sont pour les Pacers. Oui. Au bout de 3 matchs, c'est la meilleure équipe des 2 qui donne le sentiment global d'être l'équipe qui se dirige vers les finales NBA. Et qui numériquement, comptablement parlant, a un avantage indéniable. Elle mène 2-1 avec l'avantage du terrain. Enfin, tu vois, c'est une équipe qui a chié ses Game 3. Milwaukee, Cleveland, New York. Game 3, je sais pas. Et qui derrière s'est rattrapé. Je sais pas ce qu'ils ont, Indiana avec les C'est vrai que Cleveland, ils avaient aussi effectivement tard. Voilà. Et donc Game 4, j'attends une réaction en effet à domicile parce qu'ils doivent s'en vouloir, hein, vénère. Premièrement, ils doivent s'en vouloir vénère, et puis si tu laisses les Knicks revenir à 2-2 et que tu dois retourner à Madison, attention. Ouais, tout à fait. Ça serait incroyable. Non, bien sûr. C'est possible, hein. Le Game 4 qui, pour rappel, bien sûr, c'est possible. Tout est vraiment. Mais c'est encore une fois, je le répète, les Jalen Brunson de merde, alors que tu as vu ce qu'il leur a fait aux 2 premiers matchs. Donc attention. C'est pour ça que, comme on le disait là en intro, une série peut basculer sur rien du tout. Il ne faut pas laisser de vie dans une série. Si tu peux la terminer, tu le fais. Attention à ne pas avoir ce genre de regret. On a eu plein d'histoires comme ça dans les playoffs. On a démarré, nous, les finales en se disant tiens, Golden State Toronto en finale NBA, que peut-il se passer si? Et toi et moi, comme plein de gens, on a fait des what if au cas où il n'y avait pas le tendon d'Achille de KD ou d'autres choses. Toutes les séries de playoffs apportent leur propre truc. Il y en a plein qui sont en train encore de se demander si Jason Tatum était encore là, est-ce que la série contre New York aurait été un peu plus longue? Évidemment, mais bon. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que Indiana ne doit pas jouer avec sa bouffe. C'est la meilleure équipe des 2 sur 3 matchs. Ils ont très mal shooté. Notamment de loin. Donc ils peuvent déjà se dire, ok les gars, on déconne parce qu'on perd de 6, on menait de 20, on perd de 6, on a shooté comme des merdes. Haliburton n'a vraiment pas été bon au tir et Miles Turner n'a pas été bon non plus. Donc ça, tu vois, on les a sous les yeux là. 2 sur 8 plus 1 sur... Ça fait 3 sur 14 à eux deux, à 3 points. Non, mais ça fait beaucoup de mal aussi. 5 sur 25 à 3 points. On rappelle que ces Pacers shootaient extrêmement bien depuis le début de ces playoffs. Là, ils ont un match 100 au tir. 5 sur 25. Donc si par exemple les Pacers retrouvent une adresse, ne serait-ce que raisonnable, pas une adresse de fou furieux comme ils ont pu avoir sur certains matchs, ça peut presque suffire à leur faire gagner les matchs. Donc pour moi, ça reste Pacers, les mains sur le guidon. Et je pense, j'anticipe ta question, qu'il y aura 3-1 quand le match 5 démarrera au Madison Square Garden. 3-1 Pacers. Je suis d'accord. Je pense qu'on va retourner. Je pense. Déjà la phrase, parce que je sais que pour certains, ça faisait trembler du menton. Déjà, on va retourner à New York. Ce qui est une satisfaction pour les Knicks, puisque j'en ai vu quelques-uns, comme j'ai dit, à la brocante à Lille samedi, qui n'étaient pas serein. Ouais. Bon, déjà, on retourne à New York. Donc ça, c'est la première chose. Les Knicks n'ont pas montré leur meilleur visage jusqu'ici, notamment parce que Indiana sait très bien mettre son adversaire dans une position où tu ne proposes pas ton meilleur visage. Hein. C'est comme tu le dis, défensivement, on ne parle pas assez des Pacers. On se concentre beaucoup sur certains antiques de Tyrese Haliburton ou de joueurs qui ont été là depuis longtemps, de Bennedict Mathurin. Mais
Défensivement, dans la preview, je crois, tu parlais du bilan des Pacers sur l'année civile, mais la défense des Pacers sur l'année civile, c'est top 5, top 6. Enfin, ils ont été le vraiment trio très forts. Nembhard, Nesmith, Siakam, accompagné de Miles Turner qui protège quand même bien le cercle. Qui switch bien et tout. Non, tu vois, c'est mobile, c'est à switch, c'est assez long en fait, c'est costaud, enfin c'est malin. Ils ont bien défendu, ils ont très mal attaqué. La deuxième mi-temps des Pacers, c'est un scandale offensif. Je trouve qu'on est par contre dans les standards défensifs qu'ils souhaitent, c'est-à-dire tu as maintenu les Knicks à 109 points au match précédent, tu les as maintenus à 106 points sur ce match, juste t'en as mis que 100. C'est ce que je disais tout à l'heure, ils peuvent le prendre en shootant un peu mieux, même match. C'est un match foiré par les Pacers. Donc c'est pour ça que je les laisse devant, main sur le volant. S'il y avait un dernier élément à discuter avant de basculer à l'ouest, côté Knicks, qu'est-ce que tu dis à ton groupe, qu'est-ce que tu fais pour prolonger à la fois la beauté de cette fin de Game 3 et espérer remporter le Game 4? Je leur dis qu'il ne faut surtout pas croire que tu vas pouvoir comeback de 20 comme ça encore je ne sais pas combien de fois et de genre qu'est-ce que c'est ce deuxième carton quoi, c'est interdit ça. Si tu refais un deuxième carton aussi foirax, même en te rattrapant un peu en fin de carton avec le mini-run, tu passeras pas les Pacers. Bien sûr. Tu peux pas encaisser 60 points et n'en mettre que 45 grosso modo là en première mi-temps, c'est pas possible. Donc ça passe par un Jalen Brunson plus appliqué en attaque. Moi j'ai trouvé qu'il prenait pas les bons tirs et tout. Après il est bien défendu mais ça passe aussi par lui. Jalen Brunson, les Knicks ont besoin de sa production offensive un peu pendant tout le match. Moi c'est de l'autre côté. Ça a été le cas. Putain. Et en défense, alors Tibbs a essayé là donc de associer Karl Anthony Towns à Mitchell Robinson. Bon. Pourquoi pas? Exactement. Pourquoi pas? Moi, j'aime bien ce que propose Mitchell Robinson. Je sais pas si c'est forcément Josh Hart qu'il faut sortir. Moi, je me demande parfois si... Toi, tu vas mettre Mikal. Ouais. Moi, je me demande si je sortirais pas Mikal du banc, moi. En plus, il est un peu plus ball handler que Josh Hart, donc finalement, il peut te servir différemment. Je dis pas que Thibodeau doit faire que de changer son 5 et tout, attention. Donc là, il a déjà fait un changement, c'est déjà risqué et en même temps, c'était intéressant. Donc peut-être qu'il peut aussi recommencer en ayant juste des joueurs qui attaquent un peu mieux. Tu vois, globalement, tu peux attaquer mieux cette défense des Pacers. Donc, il faut absolument, les Knicks ne peuvent pas se retrouver trop menés. Ils doivent mettre, en plus je pense qu'il y a moyen, les Pacers n'ont pas peur, il y a moyen de leur mettre la pression. Si tu es dans le match, au lieu d'être en mode comeback, soyez dans le match. Soyez à +3 ou à -3, enfin tu vois, dans le match tout le temps et tout pour vous permettre d'aborder encore un clutch time où ok, ça va se regarder droit dans les yeux entre Haliburton, Brunson, Karl Anthony Towns, machin, tout ça, et on va voir. Les Knicks peuvent les prendre, les clutch time avec un Towns ou un Brunson. Bien sûr, ils peuvent. Moi, j'avoue que... Être dans le match équilibré, match serré les Knicks. Moi, j'avoue que ce qui me fait très peur, c'est, et certains l'ont vu là en direct, on en parlait à 3h du mat, c'est... Bon, les gars, on en a évité une belle, mais putain, je sais que Brunson, Kat, vous avez des grosses responsabilités offensives et tout, mais les gars, si vous nous refaites des matchs défensifs de cette hauteur-là, on peut déjà aller à Cancun. Brunson, je suis désolé. Surtout Brunson. Après, Kat, il fait des grosses erreurs. On lui fait des éloges toute l'année, Brunson. Et moi, le premier, parce que techniquement, c'est un joueur offensif extraordinaire. Mais alors, il faut appeler un chat un chat. Le run monumental défensif des Knicks hier soir, il se fait avec Miles McBride sur le terrain et pas avec Jalen Brunson. Je ne suis pas en train de dire que les Knicks jouent mieux avec Jalen Brunson. Je dis juste que défensivement, les line-up avec Brunson et Kat se sont fait entrouvrir par les Pacers. Et s'il n'y a pas de modification là-dessus, que ce soit le staff ou les joueurs, ou comment mieux les faire manœuvrer ou comment les guider, ça va être très simple, ils vont se faire ouvrir par les Pacers. Quand il y a les deux stars sur le terrain côté Knicks, il y a 2 angles d'entrée pour les Pacers, 2 angles à travailler. Donc, de fait, les Knicks défendent mieux sans Brunson ou sans Kat. C'est terrible. Donc, à voir comment tu peux faire tout à fait. Et donc, quand Brunson il te fait un match pas bon offensivement comme hier, parce que quand Brunson t'en fout 36. Oui, ça vaut. Tu te dis bon. Après, il y a prolongation au Madison, et puis tu vois. Voilà. Mais effectivement, quand il rate tous ses tirs comme ça, en tout cas, il n'est pas efficace. Même s'il a été clutch. Il y a eu un miracle. Moi, je prends mes 2 leaders et je leur dis, les gars, juste par contre, il va falloir être clair. On s'est foutu de la gueule de plein de gens. On est fin mai là.
avoir des joueurs qui peuvent autant se balader offensivement sur vous, c'est pas possible. Remercier les Pacers d'avoir joué avec du caca dans les yeux dans le quatrième quart-temps, parce que honnêtement, on aurait pu se faire ouvrir la gueule. Et je pense que le staff d'Indiana, vu qu'ils sont malins, ils vont dire les gars, il a 4 fautes, il reste 8 minutes dans le troisième quart-temps. Personne l'attaque. On va attaquer sur OG Anunoby. Ouais. Isolation OG Anunoby avec Aaron Smith. Tu te réveilles, après Aaron Smith, il n'est pas prêt d'y revenir. Je ne sais pas si on parle de la même action. Le mec, il a essayé de bully Anunoby. Donc ça déjà, bully Anunoby. Bon, il y a des joueurs plus faciles à bully dans la ligue. Hein. Des décisions c'est un gros, plus débiles. C'est un gros pépère, comme on dit dans le jargon. Et puis après, il a essayé de monter. La balle, elle est au 8e rang. Non mais au 8e rang. Exactement. C'est pour ça les Pacers vont mieux proposer. Si New York ne fait pas attention, ça peut se retrouver comme l'histoire des Cavs au Game 4 là, qui se sont fait déchirer la gueule. Parce qu'Indiana a fait, bon, allez, on avait fait les cons au Game 3, maintenant on joue ça. C'est pour ça que moi, je pense que... Tu mettrais Michael en banc ? Ah, je sais pas, non. C'est ce que j'aurais fait là. Pour mettre Mitchell Robinson dans le 5, j'aurais plutôt mis Michael que Josh Hart. Même si je comprends en termes d'ego, de machin, tout ça, mais en termes de profil technique, oui, c'est ce que j'aurais fait. Maintenant, je ne sais pas s'il faut le faire maintenant, ça fait un peu trop peut-être de modifications de 5. Tu vois, genre, moi j'aime bien les modifs, je pense que Tibbs devait en faire, mais est-ce que tu dois les enchaîner à tous les matchs ? Attention. Donc non, soit tu reviens à ton 5 majeur d'avant avec Mitchell Robinson qui sort du banc, soit tu remets là le même 5 que le Game 3, c'est-à-dire avec Josh Hart sur le banc. Pour moi, il ne faut pas refaire une modif. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ce que tu as dit juste avant sur les Pacers, c'est pour ça que je pense que la série va revenir, évidemment elle revient à New York, mais à 3-1 Pacers. Allez, dites-nous ce que vous en pensez, évidemment, on va basculer de l'autre côté. À l'ouest. C'est-à-dire à l'ouest, du côté de Minneapolis. Chez les Loups. 2-1 pour le Thunder, 2 premiers matchs. Large, bien géré par nos amis d'OKC. SGA qui reçoit son trophée de MVP et qui remet les points sur les i. Genre, pardon, vous m'avez manqué de respect. Vous pensiez qu'il y avait 2 arrières élites dans cette série. Excusez-moi, c'est moi le meilleur des deux. Les 2 premiers matchs du Thunder, c'était costaud. Ils ont tout essayé de lui envoyer. Ils lui ont envoyé des couvertures à 2, des DiVincenzo, des Anthony Edwards, des McDaniels, McDaniels, il a pété un câble, de toute façon, tellement il était saoulé, il a rage quit. Jalen Clark, ils ont tout Jalen Clark, tout. Le cousin, Nickel Alexander Walker, tout ça. Il n'y a rien eu à faire. Il leur a mis combien, 70 points en 2 matchs, il leur met ? Ouais, c'est ça, 38 comme ça, 35, un truc comme ça. Ouais, voilà, il leur a mis 70 points dans la bouche en 2 matchs, à des pourcentages de baisers, là, comme il sait faire. Énorme. 31 et 38 points. Ouais, 69 points, excusez-moi. Excusez-moi, je me suis trompé. Tout à fait. Bon, alors le premier, il y a une palanquée de shoots qui sont tentés, mais c'est surtout le deuxième où il est à... Oui, c'est vrai. Où tu es vraiment à 12 sur 21 au shoot, où c'est proprissime. Et puis, il provoque quasiment 30 lancers en 2 matchs. Je sais que ça énerve des gens. À part les lancers provoqués. Je sais que ça énerve des gens, mais franchement, arrêtez avec ça. Tous les plus grands attaquants de l'histoire provoquaient beaucoup de lancers. Il n'y a pas d'exception. Il n'y en a pas. Trouvez-moi. Ils sont... Même, je vais vous dire, même les Steph, cette année, combien ? Comment ? Même les Steph et tous les... Allez, Steph, il en provoque moins que les autres, parce que souvent, il est mal arbitré d'ailleurs. Mais c'est vrai, parce qu'il est un peu moins dans ce jeu-là, il shoot un peu plus de loin, un peu plus en catch and shoot et tout. Mais Jordan, Kobe, Shaq, KD, Giannis, Harden, tous. Et c'est marrant, il n'y en a pas un qui a le ratio de pénétration par match et de drive vers le panier de Shai Gilgeous-Alexander. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Le mec drive plus que les autres. Quelle surprise, il a plus de lancers. Le mec va plus à l'arceau prendre des risques que n'importe quel type qui existe dans la NBA. Ça fait 58, on se réveille. Ça fait 5 ans que le mec est leader de la NBA en drive à l'arceau. Même s'il y a des Giannis et tout autour. Vraiment, mais SGA met son corps en danger et a réussi à développer une technicité. Il a un footwork et une capacité à créer des le contact et tout. C'est énorme. Magnifique. Les 2 premiers matchs, c'est géré. Il n'y avait pas trop de problèmes. Donc, il ne faut pas se focaliser, juste pour finir là-dessus, il ne faut pas se focaliser sur les quelques calls où effectivement, peut-être, il n'y avait pas faute. Ok, des erreurs d'arbitrage. Grande nouvelle. Tu vois, voilà. Non, le type est trop dur à défendre et il y a des fautes sur lui. Non, bien sûr. D'ailleurs, la preuve que tu peux le défendre et que tu peux le mettre dans l'embarras, puisque les Wolves ont réussi quand même un Game 3 où leur défense, alors attaque aussi, mais leur défense a été assez impressionnante. Oui. L'entame de match et tout, là. Il y a 2-3 choses que j'ai beaucoup aimées dans les ajustements des Wolves. Premièrement, on va
éviter de répéter la même connerie, pour ceux qui regardent le Thunder suffisamment ou qui ont été adversaires du Thunder, est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, de trapper haut Shai Gilgeous-Alexander? Ça sert à rien. Donc Jaden McDaniels, énorme ajustement de sa part et du staff des Wolves, ils ont dit ça sert à rien de monter à 10 mètres sur SGA, on va lui ouvrir un petit peu plus, notamment pour éviter d'avoir des ice cream de Isaiah Hartenstein. Et du coup, s'il passe l'épaule, au lieu de se retrouver avec Rudy Gobert sur une île déserte ou d'autres garçons ou Naz Reid, il va être beaucoup plus entouré par des aides, et on a vu des super aides de Mike Conley, de Anthony Edwards et compagnie. J'ai beaucoup aimé l'ajustement numéro 1 des Wolves qui ont été de dire, juste les gars, on ouvre les yeux, il ne va pas vous sanctionner de 12 mètres. Non. Et du coup, ça embête beaucoup Jalen Williams dans son jeu, qui a été très très fort sur le Game 1 et le Game 2, qu'il a évidemment, comme toute l'équipe du Thunder, a sombré dans ce Game 3, parce que là, on peut le dire. Il n'y avait qu'une équipe. Il n'y avait qu'une équipe, ils ont sombré. Je veux dire, à la mi-temps, il y avait 72-41. 72-41. Et en deuxième mi-temps, en fait, ils reprennent 70 et quelques points. Oh. Le Thunder, quand prend 140 comme ça, avec cette défense-là, tu sais que celle-là, il fallait la voir venir. Tout à fait. Quand ils rage quit, le Thunder, ils le font pas semblant. Admirablement. Là, tout le monde a joué. Je ne sais même pas qui c'est qui a joué. Je crois que même Kyle Singler, il a joué. Bah, Ousmane est rentré en jeu. Dylan Jones est rentré en jeu. Tu sais, quand Dylan Jones rentre au Thunder cette année, c'est que tu as pris une branlée ou alors que tu en as mis une. Mais il y a 30 points d'écart, c'est sûr. Ouais, non, ils ont pris cher. J'ai bien aimé aussi la façon dont Minnesota, à la fois défensivement, s'est ajusté sur SGA, mais aussi en attaque. C'est-à-dire, on va devoir poser la question, et je vais te la poser à toi, Alex, c'est Marc Daigneault, est-ce que tu souhaites donner les mêmes responsabilités à ton too big line-up, c'est-à-dire Chet Holmgren et à Isaiah Hartenstein? Parce que les Wolves, là, ils ont fait « Ah, alors on aimerait bien responsabiliser un petit peu Isaiah Hartenstein derrière des écrans. » C'était pas une bonne soirée pour Isaiah. C'était très compliqué pour lui. Oui. Et ils l'ont ciblé plus d'une fois. Et donc, attention à suivre sur le Game 4 parce que je me demande s'il ne va pas y avoir de l'ajustement du Thunder et de leur staff en disant faut qu'on joue plus petit, plus de Cason Wallace, plus de Caruso. Je ne sais pas justement. Peut-être, effectivement. Enfin, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais sur le Game 3, c'était dur. Effectivement, là, les Wolves ont ajusté en termes de choix offensifs. Ils ont mieux utilisé Randle aussi. Il y a aussi une autre grosse différence, c'est qu'il y a des tirs ouverts qui ne rentraient pas au Game 2. Là, tout tombait dedans. La première mi-temps, là, pluie. Donc du coup, pour n'importe quelle défense, même celle du Thunder, ça devient compliqué. Surtout que les Wolves, eux, sont capables de proposer aussi de la grosse défense. Donc du coup, tu te prends un blitz. Parce que quand ça tombe dedans de partout comme ça, les Wolves, c'est-à-dire que sur les deux premiers matchs, oui, le Thunder a effectivement bien défendu et avait donné des choix un peu merdiques à l'attaque des Wolves qui n'a pas su s'en défaire. Là, ils ont fait des meilleurs choix, mais aussi, ça tombe dedans. Jalen McDaniels s'est tombé dedans. Randle s'est tombé un peu plus dedans en ouvert. Mike Conley aussi a fait tomber un peu dedans et tout. Tout de suite, quand tu défends bien 2 fois de suite et puis que de l'autre côté, tu as 2-3 points qui rentrent, c'est sûr que tu te rends le match plus facile. Y a pas... Donc, c'est une combinaison d'éléments positifs qui fait qu'effectivement, ils ont appuyé là où ça fait un peu plus mal. Hartenstein derrière des rôles. Aussi mieux exploiter les mismatchs parce qu'il y a pas mal de joueurs où Randle est un problème pour eux en termes de corps, parce qu'ils sont et plus petits et plus légers, même si c'est des très bons défenseurs. Mais Cason Wallace s'est retrouvé sur Just Randle. Même Lou Dort, c'est une bonne galère pour lui quand même. Tu vois, donc là, ils l'ont mieux exploité aussi ça. Les lectures sont meilleures. Non, c'est ce que tu viens de dire, c'est juste Randle qui se retrouve au poste sur Cason Wallace. Au lieu d'attendre 3 secondes avant d'enchaîner, attends, Holmgren, il est à l'opposé, il défend à l'extérieur. Allez, on y va. Alors, c'est-à-dire que l'arceau, il est ouvert, mon frère. Et Randle, il est allé sanctionner. Edwards a bien varié entre le playmaking et le shoot extérieur. Ça, c'était super. Anthony Edwards, en développement de son playmaking, putain. Aussi, quand il fait des matchs comme ça, j'ai trouvé, non seulement les Wolves ont mieux shooté, mais en plus, je les ai trouvés. Alors, je pense que le public, ça aide et tout, le début de match et tout, mais t'as pas le choix là. Plus d'énergie, vénère au rebond offensif. Les Wolves ont les moyens de faire chier le Thunder dans ce sujet aussi. Avec pas mal d'ailiers athlétiques, avec Gobert, avec Naz Reid qui aime bien, avec Randle qui peut venir en chercher et tout. C'est un sujet. C'est-à-dire qu'il faut mieux shooter, il faut mettre des tirs ouverts et tout. Mais il y a aussi Holmgren, il aime bien venir en aide. Il y a des angles quand c'est Hartenstein qui est impliqué dans le pic et que Holmgren fait des aides ou n'aime pas laisser trop le périmètre. Il y a des opportunités d'aller créer des deuxièmes chances. Ils l'ont bien fait, mieux fait en tout cas que le Thunder dans ce match, où ils ont vraiment dominé le rebond, les Wolves. Non seulement ils ont mieux shooté, mais en plus ils ont tabassé le rebond. Ils avaient faim, là. Ils avaient faim, ça s'est vu.
Et c'était fait malmener sur les deux premiers comme matchs. tu dis, le Thunder a rage quit très tôt dans le match. Ça rage quit. Franchement, la deuxième mi-temps, c'est un garbage time total. Ouais, il n'y a pas eu du tout Ils n'ont même pas essayé de faire un comeback. Ouais, non, il n'y a pas eu du tout le sentiment comme contre Denver, par exemple, où Denver avait pris parfois des petits écarts. Ils disaient genre, tiens, on va en mettre 10, 12 à domicile, et puis le Thunder se réveillait. Non, là, une fois qu'il y a eu les 20 dépassés, ils ont fait, oh là là, on va faire tourner tout ce bon groupe. 5 majeurs des Wolves, vraiment bien, gros match, bien déter, grosse réussite au tir. Naz Reid, Nickel Alexander-Walker, DiVincenzo, les remplaçants principaux là, qui font vraiment le boulot. J'ai bien aimé les passages d'ailleurs de Shannon Junior, le rookie. J'ai bien aimé. Hein. Bah, belle papa de gauche. Hein. Si seulement on en parlait dans la preview de devoir ouvrir le banc et de savoir qui allait mieux utiliser certaines de ces options. Parce que ça, il y a eu ajustement. C'est-à-dire, bien. Côté Thunder, on se demandait comment ça allait se passer pour du Jalen Williams, notamment. D'ailleurs, mon pauvre, on va voir Jalen Williams, ce que ça va donner sur la série. Il n'a eu que 17 minutes pour le moment sur un seul match joué parce que c'est trop compliqué pour une série. Pourquoi ? Parce que dès qu'Anthony Edwards a la balle en main et qu'il voit Jalen Williams sur le terrain, c'est terminé. Il y a un écran et derrière, il sanctionne. Qui va avoir plus de temps de jeu ? On a vu du Kenrich Williams qui était rentré en début de série, sous d'ailleurs les punchlines de Charles Barkley qui ne savait même pas de qui il s'agissait. Ouais, donc il faut être. Regarder un peu les mains. Bref. Bien sûr, mais donc du coup, là il y a un joli jeu entre Denio et Chris Finch de qui va sortir son joli joker là en sortie de banc. Sur le papier, oui. On en parlait dans la preview, les Wolves ont le banc le plus complet, talentueux, expérimenté, ce qu'on veut, parce qu'ils ont notamment Dante DiVincenzo, Naz Reid, Nickel Alexander-Walker. Ils ont une grosse triplette. Exactement. Après, avec en face, ça rigole pas quand même. Caruso. En face, ça rigole pas. Mais j'en reviens à ce qu'on a dit dans la preview. C'est-à-dire qu'il y a un banc qui a 3 gars confirmés face à un banc plus large. Oui, mais plus jeune. Oui. Hormis Caruso. Aaron Wiggins, tout ça. Ouais, absolument. Ouais. Et donc, du coup, là, sur le match à venir, donc ce soir, c'est quoi les aspects que tu as le plus hâte de voir ? Au-delà du pronostic, on va y revenir, mais là, la Game 4, c'est quoi que tu attends de part et d'autre ? Thunder, par exemple, on peut commencer par eux. Les mecs viennent de se faire malmener comme jamais. Et historiquement, en tout cas sur les derniers mois, quand OKC se fait malmener, ils reviennent vénère comme des morts de faim. Donc là, le Thunder doit démarrer ce match 4 avec la défense qu'on leur connaît, les pitbulls. Ils ne peuvent pas autoriser, il y a eu quand même des tirs ouverts. Ça tombe dedans, mais c'est aussi parce qu'il y avait des tirs beaucoup plus ouverts que d'habitude. Donc ça tombe dedans. Et après, il y a des tirs compliqués qui tombent aussi, du coup. Du coup, ça devient très chiant à défendre, des Anthony Edwards ou des gars comme ça. Donc ils peuvent pas autoriser un premier quart aussi catastrophique le Thunder, et défensivement et offensivement. Donc il doit avoir beaucoup plus de concentration. Tu sens que là, ils ont un peu pris la mission pour acquise, en mode c'est bon, on a gagné 2 chez nous, t'as vu, on les a massacrés au premier match et on les a bien contrôlés au deuxième match. Ils ont pris un coup de chaud dans la gueule. Ils ont pris un coup de chaud dans la gueule, ils n'ont pas su comment répondre et le match il était fini. Ils ne peuvent pas se permettre ça parce que les Wolves ne sont pas du tout le genre d'équipe qui va lâcher le steak. Les Wolves, dans leur tête, ils la gagnent 4-2 la série. C'est vrai, hein. Oui, bien sûr. Anthony Edwards, là, les Gobert, les Randle, tout ça, là, c'est dans leur tête, c'est 4-2 pour eux. Ouais. Donc, le Thunder va se faire violenter, se faire mettre sous pression dès l'entame du Game 4, parce que les Wolves savent qu'ils doivent le prendre celui-là. Ils n'ont pas envie d'aller à OKC en étant mené 3-1. Hein. Voilà, qui a envie de ça ? De toute façon, personne. Donc, c'est évident, ils vont reprendre le schéma du match 1 et mettre une énorme pression défensive avec des choix tactiques, comme tu l'as dit, meilleurs. Je pense que ça va trapper beaucoup plus haut sur Anthony Edwards. Attendez-vous à ce que et le Thunder doit répondre par des ajustements tactiques et dans la bataille aussi. Ils n'y étaient pas dans la bataille. Bien sûr. Ils ont laissé les Wolves prendre confiance physiquement un peu. Tu vois, là, je parlais du rebond et tout. Enfin, voilà. Donc, ils doivent répondre physiquement. Et effectivement, tu as raison, 2-3 petits ajustements tactiques, ils sont capables, ça je suis pas inquiet. Moi, je pense qu'il va y avoir de l'ajustement tactique. Hein. Je pense pas que Randle va avoir des ISO au poste sur Cason Wallace ou Shai comme ça facilement. Hein. Ou alors, s'il les a, s'il y a une mauvaise rotation ou un mec qui pionce alors qu'il est censé venir doubler, il va se faire chahuter tout de suite. Et il faut, parce qu'en fait, l'arme numéro 1 du Thunder, c'est leur défense. C'est pas une équipe qui va te mettre 140 points tous les soirs sur la tronche. Ce qui va souvent se passer, c'est que tu vas en mettre que 88 ou 96, et derrière, en contre-attaque, ils vont t'exploser la gueule avec un joueur level MVP qui va te rendre malade avec ses fautes provoquées. Trappe haute sur Anthony Edwards, première chose. Responsabiliser
Mike Conley, Jalen McDaniels. Le match 1 où ils ont dit allez-y, si on se fait ouvrir par vos shooters à 3 points, très bien, mais on vous souhaite que Naz Reid fasse une série à la Karl Anthony Towns. Vraiment, on vous souhaite. Je pense qu'Anthony Edwards doit s'attendre à ce genre de... Je pense à des line-up un peu plus petits, je ne serais pas étonné. Ouais, tu penses? Que le Thunder... Genre moins souvent du Holmgren Hartenstein et il y aura assez vite en fait plus du Caruso et Cason Wallace. Plus de Cason Wallace et tout ça. Ouais, je pense. C'est risqué. Hein. C'est intéressant pour défendre le périmètre et trapper et pour switcher et tout. Par contre, c'est risqué parce que, attention, les Wolves, ils vont jouer dessous. Ils vont y aller. Hein. Ils vont jouer le rebond, ils vont jouer... Et c'est le risque. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans un game set avec Marc Daniel qui a fait « Vous allez faire quoi? Je vais vous mettre Caruso sur le meilleur joueur de la planète. » Qui dit quoi? Prendre des risques, c'est le Thunder par définition. Ils l'ont fait. Ça les a menés jusqu'à 68 victoires. Et il y a des séries où, en fait, parfois, ils prennent des trucs genre... Marc Daniel nous a regardé, il a fait « Vous allez faire quoi? Lou Dort, tout le monde lui chie sur le torse. Je vais le faire rentrer dans le 4e quart d'un game 5. » Il va mettre des ficelles. Et il va nous sauver la saison. Ça va être Ray Allen. Exactement. Donc, je pense qu'il va être culotté. Et moi, je l'attends à ce niveau-là. Donc, des line-up plus petits et de la trappe sur Anthony Edwards. Bravo si vous nous avez égalisé dans la série avec un Jalen McDaniels qui a été extraordinaire et Julius Randle et tout le banc, etc. Mais pas de Anthony Edwards game sur la gueule. Quand Anthony Edwards intercepte la balle et commence à mettre des tomards, la pelle de pied, la truc, c'est toute la salle qui se met en feu là. Mais là, il intercepte la balle, c'est effectivement aussi, je pense, je vois bien l'action à laquelle tu fais référence. C'est pardon, mais c'est quoi cette passe? Oui, non mais bien sûr. Genre le Thunder doit être, c'est ça dont je parlais. Genre ils ont, oui, ok, ils sont plus jeunes, ils ont moins d'expérience. Là, ils savent. Au match 4, les Wolves vont démarrer avec la bave aux lèvres et ils vont leur rentrer dans la bouche. Tu peux pas te permettre de laisser les Wolves prendre plus 12 là tout de suite, être bien avec Edwards qui flex, avec Gobert qui hug Randle alors que Denio est obligé de demander temps mort parce que la salle est en feu. Tu peux pas te permettre parce qu'en fait quand tu te mets dans cette situation là avec ces Wolves là, on l'a bien vu quoi, ils sont capables de te tabasser vraiment en fait. Bien sûr. Tout à fait. Sur OKC, mon dernier point, c'est on va essayer de pousser un peu la transition aussi, parce que je ne sais pas dans quelle sphère c'est devenu une bonne idée d'attaquer sur les... Bon alors, quand tu encaisses des paniers, je sais, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Quand vous encaissez des paniers, il y a remise en jeu, donc tu es obligé d'attaquer sur une défense placée, je le sais. Donc ils en ont pris combien? 150 000 là au match précédent? Ils en ont pris trop. Donc du coup, les attaques du Thunder étaient trop souvent sur... remontée de balle lente et tu attaques la défense placée des Wolves. Ouais, qui est bonne. Bon courage. Et puis qui est deep, enfin bref, qui est longue avec des mecs forts au rebond. Enfin, non, si le Thunder provoque son niveau habituel de deflections, d'interceptions, etc., pousse la transition OKC. Et un peu plus de ciblage plus malin aussi, c'est-à-dire que répondre, c'est-à-dire que tu parlais de Shai à qui on a laissé un peu plus le périmètre pour éventuellement qu'il shoot. Et moi, j'ai été un peu surpris de ne pas les voir plus aller chercher du Conley. Ou tu vois, genre, du coup, ouais, un peu plus, voilà, il faut là, les Wolves, et Chris Finch et les Wolves, mettent un petit grain de sable, un peu de mal de tête, là, côté Thunder. C'est cool, hein. Ah, moi, j'adore. Il y aura combien en Game 5? J'ai posé la question le premier. Juste il y aura avant 2-2 ou 3? Pardon, vas-y. Non, mais vas-y. En fait, c'est dans la continuité de ce que tu viens de demander. Ouais. Tu avais dit Thunder en 7? Je sais plus. J'ai dit 4-2 ou 4-3? J'ai dit Thunder, ça c'est sûr. 4-3. Je vais te dire ça tout de suite. Ouais, j'ai dit 4-3. Et moi 4-2. Je suis pas mal. J'aime bien. Je suis en place. Bah, toi aussi, t'es en place. Ça dépend le Game 4, il est important du coup. Je pense qu'il va y avoir 2-2. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi, je vois bien les Wolves le prendre le 4. Et combat plus serré, un gros match. Bah ouais, enfin, j'espère pour le Thunder. Sinon, la gueule de l'apéro après demain. Alors, qu'est-ce qu'on disait hier déjà? Merde. Non, je pense qu'il va y avoir 2-2 et qu'on va continuer à tester ce Thunder sur la durée, qui reste quand même un groupe qui essaye de faire quelque chose d'historique. En allant chercher cette bague, c'est la meilleure équipe. Les Wolves aussi. Hein. Mais les Wolves veulent essayer justement de revenir d'un 2-0. Enfin, je veux dire, c'est compliqué historiquement. Au moins, ils ont perdu à l'extérieur. Oui, tout à fait. Je pense qu'on va partir sur un 2-2 et qu'on va revenir au Paycom Center avec un match inoubliable, vraiment un Game 5 là où ça va être, comme on le répète souvent, à chaque fois les Game 5 sont déterminants. Donc je pense qu'on va revenir à 2-2 avec mon Dante DiVincenzo game. Ça rentre. Toi tu vois quoi? 2-2? Ouais. 2-2, match plus serré, plus intense, mais les Wolves ont montré qu'ils étaient capables aussi d'être intelligents dans le clutch. Ils l'ont fait contre les Warriors, ils l'ont fait contre les Lakers. Je vois bien un clutch maison bien géré par les Wolves.
Donc un match serré, mais que les Wolves gagnent en exploitant certaines mini-erreurs du Thunder. Après, le Thunder va essayer de mettre le cadenas, hein, et ils peuvent y arriver, attention. Hein. Il y a moyen aussi d'avoir un match genre en mode où on se dit putain, en fait, dès qu'ils mettent le cadenas. Mais je sais pas, les Wolves, ils sont très intéressants. C'est bien ce qu'ils ont fait là. De mettre une grosse branlée comme ça au Thunder, ils se mettent dans leur tête, là, ils se disent putain, tu vois. Eux, ils se remettent bien mentalement et en plus, ils se mettent un peu dans la tête de l'adversaire. Bah, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est exactement ce à quoi je pensais quand on vient de parler de Knicks Pacers. Où les Pacers peuvent se dire putain les gars, on a chié dans la caisse. Les Pacers, ils peuvent dire qu'à 3-4 tirs près qu'ils rentrent, ils prennent. On a chié, il devrait y avoir 3-0. Là, le Thunder, il n'y a personne au Kill qui peut dire qu'il devrait y avoir 3-0. Non, personne. Là, l'ambiance, c'est plus genre, les gars, faut qu'on sorte notre vrai match ce soir. Ouais, sinon... Parce que Minnesota, ils ont lancé leur série, mon gars, c'est chaud. Ouais. C'est très, très chaud. C'est cool. Dites-nous ce que vous voyez, évidemment. On a des playoffs quand même. Non, mais les playoffs, on mange trop, trop bien. 2025, excellent cru, millésime. Incroyable le cru, franchement. Il faut chercher les crus meilleurs, là, attention. Hein. Tout à fait. On n'a pas fini encore, on verra ce que donnent les finales, tout ça, mais là, waouh. Hyper hâte. On a du très beau basket de la part de plusieurs équipes à l'Est. Variés, on a des oppositions de style et tout, c'est trop bien. Si vous voyez votre équipe être menée de 20 points, sachez que tout est encore jouable. C'est rien. Si votre équipe est menée de 0, eh ben, tout est encore possible. On a donc ce soir Wolves Thunder. Game 4. Et on a dit donc qu'on revient à 2-2. Oui. Et Pacers Knicks, on a dit qu'on retourne au MSG, mais à 3-1. Oui, c'est ce qu'on dit. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Nous, on vous fait des gros bisous. N'hésitez pas, comme d'hab, je l'ai dit, à reprendre et à prendre surtout vos petits billets pour l'apéro en public. C'est mardi 3 juin. Exactement. À l'Arlequin. Et nous, on vous fait des gros bisous. À très vite, les bisous. Ciao.